Bonjour à tous, merci d'être venus aussi nombreux. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de l'Internet des objets, donc l'IoT. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je m'appelle Alexandre Jousset, je suis ingénieur d'études et développement chez Elosi depuis avril 2021. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un certain nombre de choses. Donc pour commencer, je vais vous présenter qu'est-ce que l'IoT. Euh, Ensuite, je vais vous présenter les différents avantages, qu'est-ce que ça apporte concrètement, à quoi ça sert, les différents défis que l'IoT propose, les domaines d'application, les technologies qu'on peut retrouver presque dans chaque produit IoT. Euh, à la suite de ça, je vais vous faire une petite démonstration d'un projet perso que j'ai pu réaliser du coup sur mon temps libre, et je terminerai par une petite conclusion. Donc l'IoT, c'est un domaine, c'est un terme déjà qui a été créé par Kevin Ashton, donc qui a créé l'expression Internet des objets. Pour ceux qui ne connaissent pas Kevin Ashton, c'est un peu le créateur de la norme RFID, donc les puces qu'on peut retrouver dans les cartes bancaires pour les paiements sans contact. On a en 2004 l'arrivée du terme M2M, donc machine to machine, qui représente la communication entre deux machines, donc un ordinateur qui peut communiquer avec un autre ordinateur. C'est plus l'humain qui gère la machine, c'est la machine qui gère la machine. En 2005, donc, on a l'arrivée des réseaux 3G, donc plutôt important pour l'IoT parce que ça a permis d'ouvrir un certain nombre de portes pour permettre la communication avec l'ensemble des produits. Et donc en 2007, le tout premier objet connecté qui est sorti pour le grand public, donc le Amazon Kindle, pour ceux qui connaissent, la tablette Amazon pour lire des livres. Donc c'était le premier objet connecté accessible pour tous. Donc on a une personne, donc pour ceux qui connaissent Salesforce, a fait pas un schéma, mais nous a dit en fait que l'IoT c'est arrivé sur la quatrième révolution industrielle. Donc on a les trois révolutions avec l'arrivée des machines à vapeur, donc au XVIIIe siècle, l'arrivée de l'électricité au XIXe, au XXe siècle on a l'arrivée de l'informatique qui a été créée, et là aujourd'hui on a l'intelligence artificielle qui commence à arriver partout. Et donc, c'est plutôt très important pour tous les objets IoT, dans le sens où un objet, ça possède une intelligence, une certaine intelligence, et donc le fait de pouvoir communiquer avec un ensemble d'objets, donc de gérer beaucoup de data, donc on peut faire des prédictions, on peut faire un ensemble de choses très intéressantes. Donc, je vais maintenant vous parler de qu'est-ce que l'IoT. Donc, je vous ai mis la définition. Donc, c'est quelque chose c'est un réseau de dispositifs physiques. Donc, c'est forcément un objet physique qui sont connectés entre eux via du réseau et qui échangent un certain nombre de données, donc avec des serveurs applicatifs, des applications mobiles ou bien d'autres choses. Ils incluent toujours ou pas toujours des capteurs. Donc, on les retrouve aussi bien dans des véhicules, dans de l'électroménager. Donc maintenant, on a par exemple les, les enceintes connectées, que peut-être tout le monde a ici, je sais pas, qui sont munis d'un certain nombre de capteurs. Donc maintenant, si on prend Alexa, là, un capteur de température par exemple, donc pour pouvoir envoyer à l'utilisateur plein d'informations. Je vous ai mis un petit schéma aussi, un peu de l'évolution de l'Internet avec le Web 1, le Web 2, le Web 3. Donc l'IoT, c'est plutôt sur les dernières évolutions avec les nouveaux OS, donc les OS très légers. On va pas mettre du Windows sur un objet connecté, par exemple, surtout si c'est juste pour lire la température. Les bases de l'IoT. Donc comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, un produit IoT, ça possède un capteur. C'est connecté à Internet, pas forcément, dans le sens où on peut avoir un réseau interne avec l'objet. Il y a un processeur donc pour permettre de faire un certain nombre de calculs. Chaque produit IoT doit être très efficace en termes d'énergie, donc pour éviter de consommer beaucoup d'électricité, donc pour réduire et augmenter la durée de vie. Un coût optimisé, donc réduire au maximum le coût du produit. On va pas vendre une voiture qui a un certain nombre de capteurs, un prix exorbitant juste pour dire voilà, cette voiture elle conduit toute seule. Bon, ça pourrait être aussi pratique, mais voilà. Ça doit être très fiable. Donc si je reprends l'exemple de la voiture qui conduit toute seule, si les types ils ont fait ouais ok on vous met un logiciel, on sait pas si ça marche, mais on le vend quand même. Bon, je suis pas convaincu
du truc. Et donc, de la sécurité, faut que ça soit un minimum sécurisé, surtout s'il est connecté au réseau. Si n'importe qui peut se connecter en mode ah bah tiens, il y a une voiture devant moi, j'ai envie qu'elle se tape le mur, bah plus de voiture. Euh, comme j'ai dit, l'IoT ça génère beaucoup de données, donc il faut la gérer. Euh, donc c'est pour ça que le big data arrive un petit peu dans le sens où toutes les données enregistrées des capteurs sont peut-être ou pas transmises sur des serveurs, donc des serveurs qui sont pas forcément en France en fonction des constructeurs si on prend Xiaomi, mais du coup ils peuvent faire un certain nombre de choses avec ces données, on ne sait pas, mais ça permet de faire de la prédiction de la prédiction. Pardon. Je vais vous parler de quelques chiffres. Donc si on prend par exemple le nombre d'objets connectés en 2003 par personne, on était à l'ordre de 0,08 objets par personne, pas grand-chose pour 500 millions environ d'objets. Donc c'était pas les objets pour le grand public vu que j'ai dit que c'est sorti en 2007. Euh, mais, euh, mais donc voilà. Et en 2020, on était à 6,58 pour 50 milliards d'objets connectés, donc une très grosse évolution. Si on prend les chiffres de 2023, donc je les ai pas mis sur les slides, on arrive quasi à l'ordre de 10 objets par personne, ce qui est assez conséquent. Donc maintenant, je vais vous parler des différents avantages. Qu'est-ce que ça apporte? Donc ça permet d'augmenter l'efficacité dans certains domaines, d'optimiser les ressources. Donc si on prend une chaîne de production dans une usine, si on a des robots, on sait qu'on peut optimiser les ressources humaines pour faire autre chose ou même pour augmenter la cadence de production et de réduire les risques de problèmes, donc d'aider à la prise de décision, euh, augmenter le confort pour les différentes personnes qui travaillent. Si c'est des personnes qui vissent toute la journée sur une chaîne de production des vis, ça, pardon, ça permet de, on peut réduire en fait cette fatigue de faire toujours la même chose, et donc de réduire le coût opérationnel sur les chaînes. Au niveau des inconvénients, donc ça peut poser des très très gros problèmes de sécurité. Sur la petite image de gauche, je vous ai mis une photo de quelque chose qui est arrivé très récemment, donc il y a quelques semaines pour ceux qui suivent l'actualité. Des véhicules autonomes à San Francisco sont tombés en panne parce qu'il n'y avait plus d'internet. Un peu problématique parce que toutes les voitures connectées, donc les taxis autonomes qui circulent toutes seules, ont eu une perte de connexion au réseau et se sont arrêtés de manière aléatoire dans toute la ville. Donc on s'est retrouvé avec des bouchons pas possibles dans tout San Francisco qui auraient pu provoquer des accidents si l'entreprise n'avait pas prévu ce genre de panne. Donc là, les véhicules se sont mis un petit peu sur le côté pour éviter de gêner, mais ça a fait un sacré bruit sur Internet. Je vais vous parler des différents domaines d'application, donc on en retrouve un certain nombre. Là, j'en ai mis que quelques-uns qui me semblaient très importants. Comme j'ai dit, on a l'industrie 4.0, donc pour augmenter la cadence dans les chaînes de production. Les véhicules autonomes, donc qui commencent à arriver de plus en plus sur les routes. Les réseaux intelligents, l'agriculture 2.0, donc maintenant un agriculteur peut avoir un tracteur complètement autonome pour gérer ses champs, avec des données satellites il peut avoir des détails précis sur ses champs et aussi mettre par exemple des capteurs un peu partout sur ces terres pour pouvoir avoir des données en temps réel de attention, cette parcelle elle manque d'eau, il faut arroser. On a les villes intelligentes, donc je vais en parler sur la slide juste après, de la logistique, des maisons et des hôpitaux 2.0. Je sais pas s'il y en a qui ont des questions pour le moment. Sur les villes intelligentes, donc qu'est-ce que ça permet? Ça permettrait d'augmenter la mobilité. Donc, si par exemple on prend une application comme Google Maps, on pourrait, ça commence à arriver, avoir, là, ça permet déjà en fait d'avoir le trafic en temps réel. Donc, dans ce bus-là, il y a plein de monde. Prends le prochain. Et si on prend des villes encore plus évoluées, au Japon, ils commencent à mettre ça en place sur les métros, parce qu'à Lille, c'est pas forcément pratique des fois de prendre le métro. Au Japon, ce qui a été mis en place, c'est en fait sur les quais, on retrouve des informations pour dire attends, cette voiture-là, au fond du quai, il n'y a pas grand monde, donc profitez-en pour aller vous asseoir. Ça permet aussi d'augmenter la communication.
Avec ces genres d'informations, la réduction de pollution, pardon. Si on prend par exemple des parkings, on peut imaginer des capteurs sur chaque place de parking. Donc, comme on commence à en avoir dans certains centres commerciaux, pour nous dire cette rangée-là, il y a de la place, donc pour optimiser un peu les, les places et réduire donc considérablement l'énergie consommée dans les villes. Donc, si on prend les lampadaires, on peut imaginer la mise en place de capteurs de position pour dire s'il y a personne, on va pas allumer la lumière, parce que ça sert un peu à rien, et donc juste allumer que quand c'est nécessaire. Donc maintenant, je vais vous parler un peu de l'IoT, donc l'IoT pour le médical. Donc ça permet de faire de la surveillance sur des patients. Donc un patient qui se fait opérer, on peut lui mettre un ensemble de capteurs via des via des t-shirts par exemple, donc pour la prise de tension, le pouls, etc., etc., et remonter toutes les informations à une centrale, donc pour éviter d'avoir une infirmière ou un infirmier présent en permanence pour surveiller l'état du patient, donc pour pouvoir intervenir au plus vite. Donc des diagnostics avancés en IA. Donc ces capteurs-là, avec l'ensemble des données qui auraient pu être récoltées sur le patient, on pourrait prédire potentiellement des crises cardiaques ou tout un ensemble de choses qui pourraient être un peu problématiques. Donc la chirurgie robotisée, quelque chose qui est quand même extraordinaire d'avoir un médecin qui se situe à New York et qui peut opérer un patient en urgence vitale à Paris. Donc ça sauve des vies et c'est très beau. Euh, donc, comme j'ai dit, des chambres d'hôpitaux intelligentes et donc des appareils portables pour pouvoir gérer l'ensemble du personnel. Maintenant, je vais vous parler un peu plus des défis. Donc, le premier défi pour tous les constructeurs, toutes les personnes qui proposent l'IoT, c'est de protéger les données, donc de stocker ces données-là, mais de protéger la vie privée des utilisateurs, d'être facile à intégrer. Donc, si on prend maintenant aujourd'hui, on a des ampoules connectées. Il faut que quiconque puisse la connecter très rapidement à son système domotique. Donc, proposer l'intégration facile et compatible, donc avec Apple, Google, Alexa, etc. La complexité, donc il faut que le produit soit simple et durable environnemental. Donc, consomme très peu, parce que si on prend un produit qui fonctionne sur batterie, qu'il faut changer la pile une fois par jour, bon, là, on peut se poser des questions de pourquoi c'est là. Je vais parler maintenant des différentes technologies donc, qu'on peut retrouver dans l'IoT. Donc, à quoi ressemble l'anatomie d'un produit IoT? Donc, c'est quelque chose qui est physique, qui possède un ou plusieurs socs. Donc, un soc, c'est un élément physique, donc un processeur, mais qui compose un peu plus qu'un processeur. Donc, c'est quelque chose qui a de la mémoire vive, du disque. Enfin, c'est le cœur même d'un produit. Et donc, ça possède des micro-logiciels ou des systèmes d'exploitation. Je vous ai mis quelques systèmes d'exploitation les plus connus en IoT. Donc, on y retrouve Windows IoT sur les machines à café, par exemple, ou bien d'autres OS plus ou moins intéressants, donc FreeRTOS qui est plutôt intéressant. Euh, un objet IoT, ça possède un capteur, des actionneurs, donc si c'est un interrupteur, il faut pouvoir l'allumer et l'éteindre, un processeur, et le tout est connecté au réseau, donc pour pouvoir communiquer avec différents protocoles. Donc en termes de réseau, on a le LP WAN. Donc le LP WAN, c'est quoi? C'est le Low Power Wide Area Network. Donc pour la communication basse consommation faible, pardon, avec une longue distance, pardon. Euh, comment ça marche? Donc on a des capteurs ou un ensemble d'éléments connectés au réseau qui vont communiquer avec un gateway. Donc un gateway, ça peut être une antenne 4G par exemple, quelque chose. Si on reprend l'exemple du parking connecté, on a nos capteurs de détection de voitures sur le parking, une antenne relais qui est sur le parking pour récupérer l'ensemble des données des capteurs. Et cette antenne-là, donc 4G, va communiquer avec un serveur applicatif pour pouvoir remonter aux applications des utilisateurs pour dire cette place elle est dispo, cette place n'est pas dispo.
On a aussi une autre façon de faire, donc qui est les relais, qui fonctionnent plus ou moins de la même manière, mais sur une distance beaucoup moins élevée. Si on prend une maison en domotique, on peut y retrouver du Zigbee, donc qui est un protocole de communication Wi-Fi. Avoir un ensemble de capteurs qui communiquent avec une passerelle locale, et cette passerelle-là, elle peut ou n'est pas forcément connectée à Internet et va communiquer avec les serveurs applicatifs pour pouvoir gérer ces produits. Donc je vous ai mis le petit schéma ici on a par exemple une ampoule qui va communiquer avec un hub Zigbee. Ce hub va se connecter à Internet et remonter sur une application mobile la donnée si besoin. Quelques standards. C'est des protocoles qui sont très utilisés dans le monde de l'IoT. On a le Bluetooth, qui est le plus utilisé sur les objets connectés du grand public. On y retrouve après le Zigbee, donc qui est très utilisé sur les applications domotiques. Donc si on prend Philips Hue avec leurs ampoules, on a MQTT, le cellulaire, le LoRaWAN, le NFC et bien d'autres. Donc tous ces réseaux protocoles en fait ont tous leurs avantages et leurs inconvénients en fonction du coup des domaines. Là, je vais vous parler un peu plus en détail du protocole Zigbee. Qu'est-ce que ça apporte le Zigbee? Il respecte la norme 802.15.4. Ceux qui la connaissent de tête, bien joué. Mais en gros, cette norme-là, elle définit un ensemble d'éléments sur les réseaux. C'est la norme Wi-Fi en fait de 2005 qui caractérise en fait le Wi-Fi. Le Zigbee en fait c'est un protocole qui consomme pas beaucoup de données, donc qui est très léger avec son faible débit de 20 à 250 kilobits seconde, ce qui est suffisant pour la plupart des objets. On a la version 1 qui a été publiée en juin 2005, par la maison mère de Philips Hue, et plutôt très simple à implémenter en termes de logiciel. Donc pour ceux qui veulent se lancer, juste une Arduino, une antenne Zigbee et c'est parti. En second protocole, qui est intéressant à mon niveau, c'est MQTT, donc pour Message Queuing Telemetry Transport, donc qui est un protocole qui fonctionne en pub-sub, avec un canal d'écoute et un canal d'envoi. Il a 3 niveaux de QoS, Quality of Service, ce qui permet d'avoir de la donnée, on est quasi sûr, en fonction du niveau. Le niveau 1, ce qu'il fait, c'est j'envoie le message et je sais pas s'il est reçu, je m'en fiche. Le niveau 2, c'est j'envoie plusieurs fois, je suis sûr que le gars, il a peut-être reçu ou pas. Et le niveau 3, c'est le niveau qui, j'envoie le message, si personne me répond, je le renvoie jusqu'à temps que quelqu'un me dise j'ai reçu le message. Et on a les retain messages qui permettent, donc c'est une fonctionnalité de MQTT pour dire tous les messages reçus, je les stocke. On a un nouvel utilisateur qui s'abonne à un canal, donc on va renvoyer toutes les anciennes données à ce nouveau utilisateur. Je vous ai mis un petit exemple de comment ça fonctionne. Donc là, on peut avoir un capteur température qui va publier 30 degrés sur température. Bon, ça tombe bien parce qu'il fait 30 dehors. Et donc, on peut avoir une fenêtre, ou peu importe, une fenêtre qui, elle, est subscribe à ce canal, température. Elle va recevoir les 30 degrés et en fonction de ce qu'il faut faire, là, ça va être la fenêtre, ouvre la fenêtre. Peut-être qu'il fait là, dans l'exemple, pardon, c'est plutôt ferme la fenêtre. Mais, voilà. En objet du grand public, on y retrouve des thermostats connectés, avec un certain nombre de capteurs pour gérer la température d'une maison, par exemple. Les utilisateurs peuvent tout faire. Et là, j'ai mis l'exemple parce que ça va être la suite de cette présentation. Mais en gros, les distributeurs de croquettes, pour permettre à des personnes qui ne sont pas forcément disponibles tout le temps, pouvoir nourrir ces animaux à distance. Et donc ça tombe bien, parce que du coup, ça va être la démo. Donc, c'était quoi les objectifs de mon petit projet? C'était de pouvoir tester un certain nombre de technologies, donc pouvoir créer mon propre petit objet IoT, d'être maître de mes données, comme ça, j'ai tout stocké chez moi,
de réduire considérablement les coûts. Donc, comme vous l'avez pu le voir, un distributeur de croquettes, ça coûte quasi 150 euros, et ça, je distribue juste des croquettes. Euh, et donc d'être autonome sur mon petit objet, pour pouvoir par exemple dans l'avenir rajouter des fonctionnalités, rajouter des capteurs, enfin, faire tout ce que je veux. Donc ce projet, il a fallu créer un certain nombre de maquettes et les modéliser en 3D. Donc ça a pris beaucoup de temps. Il a fallu faire un peu de recherche et développement sur le comment du pourquoi, qu'est-ce qu'il faut intégrer. Donc là, je vous ai mis une version du coup modélisée de ce distributeur-là. Donc on peut y voir un ensemble d'éléments donc emboîtables avec un moteur donc pour faire tomber les croquettes. C'est pas non plus le plus gros projet, on va dire, qui aurait pu être réalisé, mais c'est quelque chose qui me tenait vachement à cœur. C'est le nom du chat. Exactement. Mais je changerai pas de chat. S'il y a un nouveau chat, il y aura une nouvelle boîte. Chacun sa boîte. Et donc pour ça, j'ai dû faire un certain nombre de choix, donc choisir des capteurs et des protocoles à utiliser. Pour cette version 1 que j'ai mis en place, j'ai utilisé le protocole MQTT, donc pour avoir du temps réel avec la data. En hardware, j'ai utilisé un ESP32, je sais pas si des gens connaissent ici. Donc c'est un peu le concurrent de l'Arduino, en plus léger. Donc ça permet de gérer plein de capteurs, donc vraiment comme l'Arduino. J'ai mis en place un capteur de température et d'humidité, donc comme ça, quand je suis pas chez moi, j'ai la température à mon domicile. Et donc un servomoteur. Pourquoi le servomoteur et pas un simple moteur? Ça me permet en fait de pouvoir choisir vraiment la dose à distribuer au chat. Pratique aussi. Le SP32, c'est quelque chose d'assez complexe en termes de hardware. Ça fait beaucoup de choses. Donc c'est souvent muni d'un CPU logique, mais par contre, si on regarde sa fréquence, on est entre 160 et 240 MHz. Ça peut rappeler les ordinateurs des années 90, mais c'est comme ça que ça marche. Donc un coprocesseur qui est très basse consommation. Pourquoi? Ça peut permettre, par exemple, si on veut mettre en place un RTC, donc pour réveiller l'appareil en veille, de réduire encore plus la consommation énergétique. Euh, Pas beaucoup de RAM, donc 520 kilooctets de RAM. C'est quoi? Il faut optimiser au maximum le logiciel. On va pas pouvoir faire tourner un programme Java, par exemple, dessus. Ça va être un peu complexe. Euh, donc souvent muni de Wi-Fi et de Bluetooth. Et donc si on regarde sa consommation, on peut tomber jusqu'à 5 microampères en veille. Donc c'est comme s'il y avait quasi rien qui était consommé. Pour l'exemple, j'ai fait des tests avec mon distributeur en version 1. Sur une petite batterie de 10 000 mAh, j'arrive à tenir 1 ou 2 mois en envoyant des données toutes les 5 minutes. Donc, plutôt efficace comme petite chose. En capteur de température, j'ai décidé de prendre un DHT11, un capteur classique mais sans plus, qui permet d'avoir des détails de 20 à 80% de data, pardon, de relatif, une précision de plus ou moins 5%. Donc moi, j'avais pas forcément nécessité d'avoir un plus précis que ça pour le moment. La température à plus ou moins 2 et donc une fréquence maximum de 1 Hz donc, pour une mesure par seconde. Donc si on fait un projet IoT, on va pas mettre sur batterie quelque chose qui envoie une donnée par seconde parce que la pile va disparaître très rapidement. Et donc avec une perte de plus ou moins 1% d'efficacité tous les ans. Quelques chiffres. Donc ça m'a pris plus de 100 heures à conceptualiser le modèle 3D, faire des tests, une V1, une V2, une V3, et j'en suis arrivé à ce modèle-là, plutôt satisfait. Une impression qui a duré plus de 50 heures, donc imprimer chaque composant. Pas toujours réussi non plus, certains soucis d'impression avec des composants qui sont partis un peu en cacahuète. Et donc le coût global d'environ 18 euros. Donc si on se rappelle des 150 euros pour faire la même chose, certes c'est 100 heures de conception, mais au moins on arrive à quelque chose qui fonctionne.
Et donc un gain en autonomie, donc je peux mettre à jour quand je veux mon logiciel, dire bah, je vais rajouter un capteur ou une caméra directement sur le distributeur pour m'envoyer une notif pour dire attention, le chat est en train de manger. Prends une petite photo souvenir. Ah voilà, c'est ça. C'est ah, il y a le chat, allez mange. On peut imaginer tout ce qu'on veut en fait. Et c'est ça qui m'a vachement plu dans ce projet. Ouais, bah, les capteurs, bah, en gros, un ESP32, ça vaut moins de 5 euros. Si on prend sur AliExpress, ça vaut moins d'1 euro, mais après l'impression, c'est ce qui a coûté un peu plus cher parce que j'ai dû consommer 300 grammes de plastique. Euh, 300 grammes, on arrive sur les 5-6 euros. Le coût de l'électricité pour l'impression, les différents capteurs, et puis on arrive environ 18 euros. Après, plus ou moins, j'ai pas sorti toutes les factures. Surtout que j'aurais pas les chiffres exacts. Donc ça, c'est la version 1 qui fonctionne. Quelques petits défauts d'impression, donc je suis un peu déçu, mais ça fonctionne. Et je vais vous montrer une petite vidéo du premier lancement de ce produit. Donc vraiment la première fois que le chat a vu les croquettes tomber, c'était un peu rigolo. Donc je vais vous montrer la vidéo. Donc un peu choqué, en mode c'est quoi ce qui se passe? Je comprends pas. Pourquoi? D'habitude c'est quelqu'un qui me donne à manger, là je sais pas pourquoi ça tombe tout seul. Puis du coup je vais taper parce que je sais pas quitter. Un peu peur. Et donc voilà, ça c'était la première distribution des croquettes et depuis le chat, bah, tous les jours à 7 heures, elle attend que ça tombe. Et quand ça bug, bah, ça vient réveiller. Donc, ça c'est quelque chose qui serait à évoluer, c'est en cas de panne, m'envoyer une notification pour dire attention, bah, il n'y a rien qui a été distribué, il faut faire quelque chose. Ça, ça peut être encore une autre évolution de rajouter un certain nombre de capteurs, par exemple un capteur de poids, pour savoir ce qu'il y a concrètement dans le distributeur. Si le chat mange pas forcément tout dans la journée, on va pas lui remettre encore une dose complète, parce qu'après, bah, ça va rester, ça va cumuler. Là, j'ai mis une petite capture d'écran du serveur MQTT, donc avec un certain nombre de messages. Là, sur l'exemple, j'ai perdu deux données. Je ne pas la raison, mais c'est plutôt pratique puisque là, je suis en QoS 0. Donc en gros, le serveur, il envoie et il sait pas s'il reçoit. Mais par contre, il sait qu'il a pas réussi à envoyer deux données. Donc peut-être une perte de connexion, mais c'est pas très grave, mais plutôt efficace, on va dire. Donc, je vais vous parler un petit peu du logiciel, de qu'est-ce que j'ai fait concrètement. C'est pas non plus le plus gros des logiciels et le plus complexe. Donc, ça a été réalisé en C++ pour réduire au maximum la consommation énergétique. Ça aurait pu être fait en C, mais ça s'en rapproche. Je vais carrément vous montrer le code qui est ici. Tac. En gros, c'est un petit fichier qui fait à peine 300 lignes. Au début, qu'est-ce que ça fait? Ça cherche le réseau Wi-Fi. Ça va se connecter au Wi-Fi. Euh, En fonction des problèmes de Wi-Fi, je vais avoir une alerte pour dire attention, bah, ça marche pas. Bah, sauf si on peut pas du tout se connecter au réseau, j'aurai pas l'alerte. Dans l'idée, c'est pas censé arriver. Donc après, on arrive tout de suite. Si je, hop, donc la boucle principale. Donc pour ceux qui ont fait de l'Arduino, il y a la loupe. Donc on essaye de se connecter au client MQTT. Si on n'y arrive pas, on essaye encore. Donc là, c'est quelque chose que je pourrais améliorer pour envoyer par exemple une notification sur du Bluetooth ou enfin toutes les idées sont possibles. Euh, Toutes les 5 minutes, je vais envoyer de la data comme je l'ai dit précédemment, on va pas envoyer des données de température toutes les secondes parce que la batterie elle va vite se décharger. Donc j'envoie toutes les 5 minutes les données des capteurs de température. Donc là, on peut voir que je publie sur le canal chez Go température et chez Go humidité, donc toutes les données. Et donc si on regarde sur le serveur domotique, on peut voir que là, chez moi, il fait quasi 34 degrés. Un peu chaud, mais j'ai pas doublé. Donc ouais. Mais ça me permet d'avoir des graphiques donc
Pour savoir, ce matin à 7 heures, il faisait encore 28 chez moi, quoi. Donc, ça me permet d'avoir de l'historisation, donc limite, de savoir comment optimiser un peu, refroidir chez moi, mais non, non. Mais en gros, bah, l'idée de cette mise en place de capteurs de température, ça pourrait permettre, par exemple, dans l'avenir, s'il y a une climatisation, pouvoir allumer la clim automatiquement si on a une température qui dépasse un seuil, ou l'humidité, pareil, si trop de taux d'humidité, on va activer un déshumidificateur. Tout ce genre d'éléments, ça va venir, mais ça prend du temps. Donc après ça, j'ai un canal. Je vais juste le récupérer. Pardon. Donc voilà, là je m'abonne en fait au canal pour pouvoir donner à manger au chat. Donc on a deux modes, on a le mode miam et le mode goûter. Donc le mode miam, ça va donner un certain nombre de croquettes au chat, et le mode goûter, même chose. Donc ce que je fais, c'est tout bête, mais je publie sur sur le canal chez Go Input le mot miam, et ça va distribuer des croquettes, et le mot goûter pour donner un petit goûter, donc quelques croquettes. Euh, donc voilà à peu près pour le code, rien de bien complexe, plus classique quoi. Le plus compliqué, c'était en gros vraiment la modélisation, parce que je suis pas très bon au design. Vous avez peut-être vu que c'était pas non plus le produit le plus beau, mais bon, ça fonctionne. Et le plus compliqué aussi, c'était sur ce qui a pris beaucoup de temps, c'était vraiment de réfléchir à comment ça peut marcher de manière le plus optimisée. Donc là, le code, j'ai pas le chiffre, mais il fait moins de 100 kilos, quoi. Avec toutes les librairies incluses, du coup, parce que j'allais pas redévelopper les librairies pour les capteurs de température, pour le moteur. Je suis pas, j'allais pas réinventer ce qui existait déjà. Donc ça, c'est à peu près tout pour ce truc-là. Hop. Donc on arrive déjà à la conclusion. J'ai un peu parlé vite, mais bon, un peu trop vite. Ça permettra de poser plein de questions. Euh, donc l'Internet des objets, donc Internet of Things, pardon, l'IoT. Donc c'est un domaine qui est limite exponentiel. Si on regarde il y a 15 ans, on n'avait pas grand-chose, et aujourd'hui on en a partout. Donc comme je l'ai dit, ça peut poser des gros problèmes en termes de sécurité, mais ça permet aussi d'aider tout le monde dans la vie de tous les jours. C'est plutôt pratique d'avoir le capteur de température chez soi, par exemple, pour allumer la clim avant d'arriver à la maison, ou d'allumer le chauffage quand c'est l'hiver. Euh, mais donc voilà, l'IoT, c'est plutôt bien. Ça va être le mot de la fin. Après, ceux qui veulent en savoir plus, bon, c'est un peu de la pub, mais en gros, j'ai fait un master en IoT et j'ai rédigé un gros mémoire de recherche sur les objets connectés, donc sur l'intercommunication sans fil à haut risque dans l'aéronautique. Donc, pour ceux qui ont des questions, je suis ouvert à répondre. Donc, je vous remercie pour votre écoute, et est-ce que vous avez des questions? J'ai un projet plus gros, mais ça va être compliqué, c'est de faire une litière connectée pour rester dans le domaine, mais c'est encore plus complexe, je pense. Mais bon, ça, c'est sûr. C'est des bugs chiants, c'est le cas de le dire. Mais non, j'ai plein d'idées, mais ça prend beaucoup de temps, surtout que bah, c'est mon frère qui m'aide du coup à faire la modélisation sur des logiciels, parce que moi je suis pas très bon, mais donc ça demande encore plus de temps de pouvoir se synchroniser sur le temps libre pour faire tout ça, mais plein d'idées en tête. Par rapport à quel un capteur, ouais, bah après ça dépend vraiment de qu'est-ce qui est constitué le capteur. Si on retrouve du plomb, bah, ou du cuivre, ça va pas forcément être les trucs les plus simples. Mais dans l'idée, en fait, on essaye, ou ils essayent aujourd'hui de faire de plus en plus de choses recyclables. Donc, si on regarde des produits, donc, on va prendre les enceintes connectées. Ils essayent de prendre des matières recyclables. Si on regarde sur le carton maintenant, on voit que c'est du PLA ou du plastique recyclé avec des minéraux. Donc, ils essayent de réduire au maximum cette empreinte.
Ça dépend ce que tu entends par connecté, mais si on met juste Bah, une... disons que avec ça, avec la télécommande, Voilà. C'est l'électronique à ce niveau, on démonte un peu le bouton et on met un interrupteur connecté dessus, par exemple. C'est tout bête. Ou sinon, on prend, c'est après si on veut le rendre complètement autonome, sans devoir mettre un PC connecté dessus, on peut imaginer une Arduino, brancher un HDMI dessus, avec un serveur TeamViewer ou peu importe, et puis on se connecte à distance et bah, voilà, vidéoprojecteur connecté. Simplifié. bon, qu'est-ce qui empêche quelqu'un de pouvoir ouvrir ton shop Bah, la chose est simple, c'est que il est uniquement sur VPN. Faut, faut casser la porte, quoi. Après, si t'arrives à casser la porte, bah bien joué, mais c'est pas moi qui ai fait le VPN. Est-ce qu'il y a d'autres options pour sécuriser un peu le store Bah, ce que tu peux faire, c'est chiffrer toutes tes données via peu importe le protocole, mais si tu prends un serveur domotique, donc tu peux avoir une surcouche sans devoir exposer ton serveur MQTT par exemple, qui passe forcément par une application. On peut imaginer un certain nombre de portes supplémentaires, mais tout est possible. Sauf si c'est le chat qui trouve la faille. Parce que là, j'ai pas la vidéo, mais le chat a trouvé la faille sur le distributeur. Réussir à ouvrir le capot et aller chercher dans le bac. Donc bon, j'ai pas encore de solution à ce problème, mais à part scotcher le truc, mais ça va prendre du temps, quoi. C'est exactement ça. Moi, j'ai un chat qui cherche toutes les failles. Bah, MQTT, j'avais pas forcément besoin d'antenne LoRa, donc j'ai réduit les coûts là-dessus. Sinon, il fallait que j'achète une antenne LoRa pour l'ESP et une antenne LoRa pour le serveur. Donc c'est vraiment réduire les coûts puis tester cette technologie-là. Après, le LoRa, j'ai pu les tester à l'université, mais du coup, c'est vraiment pour tester quelque chose de nouveau à mon niveau. Mais j'aurais pu très bien mettre en place du LoRa, par exemple. L'interface, celle-ci? Ah, oups. Tac. Cette interface-là? Bah là, c'est vraiment juste Home Assistant. Donc c'est le truc basique. Et donc j'ai juste mon serveur MQTT qui est connecté dessus et qui fait des graphiques assez sympas. Donc j'avais pas forcément nécessité de redévelopper toute la partie logicielle d'affichage. Donc voilà. D'autres questions? Ok. Bah, merci pour votre écoute.